Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. En lésant la langue, on lèse toujours le sentiment et le cerveau. On obscurcit le monde, on l'anesthésie par le froid. Franz Kafka. Ah, ça plaisante pas, hein, attention. C'est beau, hein. C'est beau. Très beau. On met la barre haute dans cette émission. À quelques jours des fêtes. Merci d'être avec nous ce dimanche sur Sud Radio pour parler chansons, pour parler pas que chansons, pour parler théâtre, pour parler de plein de choses qu'il nous fait plaisir d'évoquer avec autour de moi, autour de cette table, un artiste, un comédien, un acteur, un auteur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Abonné au gaz. Un photographe. Photographe, oui. Que vous connaissez forcément. Vous allez être confirmé en entendant son nom. Philippe Chevalier. Je n'aime que toi, chérie, je n'aime que toi. Alors, et pourquoi ce titre identifiant, mon cher Philippe, bonjour? C'est quoi Je n'aime que toi? Je n'aime que toi. C'est Enzo Ramos qui a fait le choix, mais je sais pas pourquoi. C'est une chanson que j'interprète, ouais. Donc. Le problème, c'est que c'est une chanson qui m'amuse beaucoup, mais on reconnaît pas ma voix parce que j'ai. Ah, c'est toi qui chantes? Oui, c'est moi qui chante. Ah, il faut le dire parce que personne ne me reconnaît. Ouais, parce que mais c'est pas grave. Une espèce de voix de fausset pour parodier un peu une espèce de Mariano. Je n'aime que toi, je n'aime comment. Donc c'est un peu trafiqué. Et c'est une chanson qui a été écrite par deux amis à moi qui s'appellent Guillaume et Renaud Stirn, qui sont compositeurs, et qui malheureusement n'est jamais sortie. Malheureusement, je sais pas. Pardon. Je dis malheureusement pour eux parce que ce sont les auteurs. Et ça aurait pu peut-être. Non, parce que la mélodie est assez rigolote. Elle est assez entraînante. Il y en avait vu une maison de disques qui avait été un peu titillée au début de manière plutôt enthousiaste. Et puis qui a laissé tomber, après on l'a laissé tomber. Il y a bien eu Jolie Poupée de Bernard Ménez. Jolie Poupée, c'était génial. Et alors Bernard Ménez, avec qui j'ai joué l'année dernière, pleurait toutes les larmes de son corps parce que malheureusement il l'a pas écrite. Alors il a touché pas mal d'argent en tant qu'interprète, mais n'étant ni auteur des... Voilà, c'est ça. Alors moi ça aurait été pareil avec Je n'aime que toi. Philippe Chevalier, évidemment la moitié de ce duo mythique Chevalier-Las Palais, éloigné depuis quelques années, et Philippe Chevalier qui est sur scène aujourd'hui avec un autre duettiste qui s'appelle Bernard Mabille pour le Quai aux Olives au théâtre de Passy. Le titre est intéressant, le Quai aux Olives. Tu vas nous expliquer de quoi il s'agit, parce qu'on est bien loin de cette recette. Enfin, en tout cas, elle permet d'évoquer des profils de personnages qui se rencontrent de façon assez inopinée, comme ça, et qui créent évidemment des situations qu'on aime dans ce genre de pièces. Merci d'être avec nous, Philippe Chevalier. En face de toi, il y a Aurore Voilquet. Il pense à ce dîner, il a des visages. Bonjour Aurore. Bonjour Yvan. Merci d'être avec nous. Merci. Tu es une musicienne, chanteuse qui justement passe sur cet album au chant totalement assumé. Combien d'albums tu as déjà sorti? J'en ai fait une bonne dizaine. Une bonne dizaine déjà, en tant que violoniste, puisque tu es violoniste. Absolument. Et que tu as découvert le violon très tôt, et que là tu te lances, tu te jettes dans le grand bain en interprétant une série de chansons, 11 chansons exactement, sur cet album. Juste une parenthèse, avec on entend Thomas Dutronc en duo avec toi sur Un soir d'été, parce qu'il se trouve que tu joues avec lui, dans son band, avec Jérôme Tchosy et toute la famille Dutronc, toute la clique, et qu'il a fait ce duo avec toi sur Un soir d'été. Voilà. Cet album, c'est une parenthèse, c'est vraiment ça? Ça veut dire que tu vas devenir chanteuse et enchaîner des albums de chansons, ou c'est juste une manière de te faire plaisir là? Toujours chanté dès mon premier album, en fait, mais c'était plus instrumental. Il y avait plus de morceaux instrumentaux que de chansons. Et au fur et à mesure des années, j'ai chanté de plus en plus. Mais là, c'est vraiment le premier que je fais où je suis uniquement la chanteuse. D'accord, très bien. Où le chant est mis en avant et le violon est toujours là, bien sûr, mais c'est le chant. Et on va parler de ta passion pour Django Reinhardt, notamment. Oui, Django Reinhardt. On évoquera peut-être, Stéphane Grappelli ou que sais-je, en tout cas, des grands noms qui évoquent ça. Alors, oui, c'est ça, absolument. On reconnaît dans le chant ça, c'est le solo précis de Philippe Chevalier. Le solo de Django que tu chantes. Django. Dans quel morceau? Minor Swing. Dans Minor Swing. Bien sûr. Oui, mais il était accompagné par Grappelli. Avec Grappelli, exactement. Alors ça, c'est aussi toute ma jeunesse. Il y a des connaisseurs. J'étais au lycée, moi, quand j'écoutais ça. J'étais fan de ça. La chanson, en fait, Philippe Chevalier, dans ta vie, alors, à laquelle place? La chanson a bercé mon enfance, puisque mon père était éclusier à Guéret.
Oui, donc c'est quoi le lien? Ça n'a aucun rapport. Oui, je me disais. C'est une formule que j'aime bien employer quand même. Écoutez, la philosophie, c'est toute ma vie. Mon père était éclusier à Guéret. Non. C'est une réplique qu'on avait mise dans un film avec Las Palais. C'est très bon, ça. Je disais, la mer, c'est toute ma vie. Mon père était éclusier à Guéret. C'est qui, c'est Régis Las Palais qui le disait ou toi aussi? Non, c'était moi. Ah, c'était toi. C'était moi, oui. Je ne me serais pas permis de prendre les répliques de Monsieur Régis. Parce que toi, tu es fils d'un magistrat. Oui. Donc, il n'était pas éclusier à Guéret. Mais il aurait pu être magistrat à Guéret, cela dit. Alors, et on dit, quand on lit ta bio, tu es d'une mère drôle et fantasque. Ah oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je suis en train de sucer une pastille parce que j'avais la voix qui s'ennouait. Elle était drôle, ma mère. Elle était drôle involontairement et volontairement. Alors, j'ai connu deux individus comme ça, ma mère et Martin Lamotte. Parce que Martin Lamotte, il est drôle involontairement et il est drôle volontairement. Ça, c'est génial. C'est puissant, ça. Ah, c'est très puissant. Alors, ma mère faisait rire. Las Palais aussi, non? Alors, Las Palais, c'est encore un cas spécial. Ah, là, je pourrais écrire une thèse sur Las Palais. J'imagine, ouais. Las Palais, il a une vertu extraordinaire, c'est-à-dire qu'il fait rire même sans rien dire. Oui, c'est vrai, tu as raison. On le constate. Alors que Martin Lamotte était bavard et ma mère aussi. Enfin, il est toujours bavard, toujours vivant, le pauvre Martin. Je pense à lui parce qu'il me fait toujours rire. Et leur maman, sans le vouloir, quand on est fils d'une maman qui fait rire sans le vouloir, ça doit pas être drôle tous les jours. Non, c'est-à-dire qu'on est imprégné. Et quand, sans vouloir me comparer moi avec l'immense Louis de Funès, je l'ai entendu souvent parler de sa mère, et il faisait le portrait de la mienne. Ah ouais, j'adore. Sauf que ma mère était adorable, alors que la mère de Louis de Funès, d'après ce que j'ai cru comprendre, n'était pas commode. Elle pouvait être méchante. Et tu penses a posteriori qu'une mère avec ce profil a été influente ou a été une des raisons qui ont fait que tu es devenu artiste? C'est évident. Oui. C'est évident. Alors, on n'en est pas forcément conscient. On peut l'expliquer après. Mais on est imprégné de ce que les psychologues appellent le partenaire privilégié, qu'il soit la mère, le père ou un professeur. J'avais aussi, quand j'étais au lycée, un professeur de français qui était très très drôle, qui maniait l'ironie, l'humour, etc. Et je pense qu'on est nourri de tout ça. Certainement. Bien sûr. Ouais. Alors, il y a l'aventure, évidemment, Chevalier Las Palais. Par exemple, remettez-vous, j'allais dire, le son de Chevalier Las Palais dans l'oreille. Parce qu'il y a un son, en fait. L'autre jour, j'appelle les renseignements. Ça décroche. Marie-Christine, bonjour. Tiou. Je me suis dit, si elle donne tout de suite son prénom, c'est que j'ai la cote. Moi, si c'est un gars qui me répond, je raccroche tout de suite. Et je refais le 12 jusqu'à ce que je tombe sur une fille. Et elle avait une jolie voix, ta Marie-Christine? Ouais, une voix aiguë, ça devait être une blonde. Ouais. Ah ouais, les voix graves, c'est plutôt les brunes. Les portugaises, brésiliennes, tout ça. Ou les noirs. Ah, c'est pas facile à déceler la voix d'une noire si tu l'as pas en face de toi. La voix d'une noire, c'est comme la voix d'une chinoise, ça se ressemble. Ah bah c'est pas comme nous, hein, c'est des voix d'étrangers, on peut pas se repérer à la couleur des cheveux. La fille des renseignements. C'est marrant parce que ce sketch, je vois pas du tout ce que c'est. La fille des renseignements? Non, je vois pas dans quel non. Ah bon? Non, bien sûr, je vois, puis je nous reconnais. Mais je vois pas dans quel sketch on l'a intégré, ce truc-là. Je me demande si c'est pas quelque chose qui a été fait... Là, il y a marqué la fille des renseignements. Ça doit être ça? Merci, cher ami, parce que je vais aller à la SACEM, parce que apparemment je ne suis pas rémunéré pour la fille des renseignements, donc je vais m'en occuper tout de suite. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors des souvenirs évidemment, mais je te voyais sourire. On sourit éternellement au sketch qu'on a écrit finalement. Ça, on s'en lasse jamais, et on a une attitude comme ça toujours nouvelle, toujours vierge, j'allais dire. C'est-à-dire que là, c'est une attitude de nostalgie, parce que c'est un sketch très ancien. Là, je pense que c'est un sketch qui a au moins une trentaine d'années, si c'est pas plus. Il faut dire qu'on a travaillé ensemble 36 ans. On ne travaille plus depuis 8 ans. Et alors, c'est toujours amusant parce que on se revoit effectivement jeune, et donc ça évoque le début de l'aventure professionnelle. Et c'est toujours évidemment sympathique, surtout quand on a eu la chance que cette aventure nous ait menés quand même quelque part. Évidemment, bien sûr. Au cours de laquelle, ou grâce à laquelle, on a eu un brin de popularité. Donc ça, c'est quand même toujours intéressant. Vraiment. Les gens vous ont en tête, en fait, et dans le cœur, souvent. Chevalier Las Palais, ça fait partie des repères. Absolument. Nous sommes avec Philippe Chevalier. On va parler de la pièce Le Cake aux olives, avec Bernard Mabille et Aurore Voilquet pour son album Juste une parenthèse. On parlera de Django, mais pas que. Ça se passe dans le loft sur Sud Radio. On revient juste après ça. But all that's left is a place dark and lonely.
Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. On s'en lasse pas, Philippe Chevalier. Je n'aime que toi. Philippe Chevalier a commis cette chanson. Dans quelle année Je n'aime que toi. Ça fait, je dirais, ça doit être 2004-2005. D'accord, 2004-2005. Non, avant. Non, avant. 2001. Il chante également, Philippe Chevalier. Ouais. Il est dans le loft pour, non pas la chanson, mais le Cake aux Olives, ce duo avec Bernard Mabille au Théâtre de Passy, dont on va parler dans quelques secondes. Et puis Aurore Voilquet est également avec nous. Elle est musicienne, chanteuse, elle joue du violon et elle chante dans cet album Juste une parenthèse avec 11 titres, dans quelques reprises, notamment celle qui ferme l'album Ne me quitte pas, ce célèbre titre de Jacques Brel. Merci d'être avec nous. Philippe, donc il y a un changement de partenaire, si je puis dire, sur cette aventure du Cake aux Olives. Et oui. Bernard Mabille, ça se joue du lundi au mercredi à 21h au Théâtre de Passy. Et ça raconte quoi, ce Cake aux Olives, alors c'est une histoire très très simple à résumer. Vous avez 10 minutes ? Oui. Ce sont deux acteurs à la retraite qui sont dans une maison de retraite pour comédiens. Ouais. Un petit peu comme La fin du jour, le film de je sais plus qui d'ailleurs, c'est de qui La fin du jour, avec Jouvet, avec Michel Simon, etc., Victor Franzen, c'est un très beau film. Alors, ça se passe aujourd'hui évidemment. Alors il y a un acteur qui mérite d'être en maison de retraite, c'est évidemment Mabille. Oui. Moi, je suis beaucoup trop jeune pour être en maison de retraite, mais enfin, il faut bien faire des rôles, avoir des rôles de composition. Bien, évidemment, évidemment. Alors, à ceci près que Mabille est un acteur qui a réussi, un grand acteur, qui finit dans cette maison de retraite, pour une raison qu'on ignore, et puis moi, je suis un ringard total. Total ringard. Alors, un gars de bonne humeur, parce que ce garçon est un peu dépressif, Mabille, le grand acteur qui a fait une très belle carrière. Imaginez un Philippe Noiret, si vous voulez. Oui. Et puis, moi, c'est même pas imaginable, c'est imaginez Philippe Chevalier, et alors qui est complètement crétin, abruti, et qui veut empêcher ce comédien, il veut lui redonner goût à la vie. Donc c'est évidemment prétexte à dialogue, à discussion. Et alors pourquoi le Cake aux Olives ? Parce que le Cake aux Olives, je veux toujours vendre mon Cake aux Olives, matériellement parlant, c'est une pâtisserie, enfin c'est une recette gastronomique. Je veux la vendre à tous les occupants de la résidence. Et en réalité, pourquoi le Cake aux Olives ? Parce que c'est la seule pièce de théâtre dans laquelle j'ai eu un petit peu de succès, puisque notamment à la fête de la bière de Loison-sous-Lens, où je l'avais joué en première partie du jeu des 1000 francs. D'accord. Donc c'est la confrontation de cette espèce de masse pas aimable, taciturne, désagréable et dépressive, avec une espèce de ludion complètement abruti qui dit que des conneries. C'est donc au Théâtre de Passy, lundi, mercredi, à 21h. Il y a cette affection pour l'exercice du duo, Philippe. Oui. En quoi c'est intéressant pour toi ? Qu'est-ce que tu aimes dans le duo, Philippe Chevalier ? Eh ben, je vais te dire. Quand Las Palais a décidé d'arrêter notre duo... C'est lui qui a décidé, c'est lui. Manière, ça a été compliqué pour toi ? Oui, parce que je trouve qu'on change pas une équipe qui gagne. Oui. Alors j'avais l'habitude de dire, parce que je pratique l'ironie et le deuxième degré, j'avais l'habitude de dire, on change pas une équipe qui gagne à moitié. Mais non, elle gagnait totalement cette équipe. Alors Las Palais a donc décidé de rompre les amarres, c'est ça, je sais pas. Ouais. Alors compliqué. Alors je me suis mis justement au one man show. D'accord. J'ai essayé un one man show, ce qui n'intéressait personne. Parce que les gens disaient, ceux qui venaient me voir me disaient, oui, mais on a vu le montreur d'ours, mais on n'a pas vu l'ours. Et puis ceux qui venaient pas, ils disaient, on va pas y aller parce qu'il y a le montreur d'ours, mais il n'y a pas l'ours. Ah, d'accord. Et je me suis surtout rendu compte d'une chose, parce que mon one-man show était pas plus mauvais qu'un autre, ni meilleur non plus, c'est que c'était extrêmement difficile. Quand vous êtes habitué, ça peut intéresser les amateurs et les musiciens de musique que vous êtes. Quand vous travaillez à deux, vous faites du théâtre. Oui. Jouer à deux ou faire une pièce de Feydeau, c'est pareil. D'accord. Mais le one-man show, c'est extrêmement difficile. Autre chose. Pour moi. En tout cas, c'est une école à laquelle j'étais pas habitué, confronté. Oui. Vous êtes dans le vide très vite. Et oui. Ce qui m'empêche pas, moi, lorsque je suis justement au théâtre ou dans le duo, ça m'empêche pas de casser le cadre. J'adore improviser avec le public. Oui. Mais je suis pas tout seul. C'est-à-dire que je trouve une brèche dans ce qui est déjà construit à l'origine. C'est intéressant ce que tu dis. Mais le one-man show, c'est une autre mécanique. C'est une autre mécanique. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, Smaïn m'avait dit, parce que j'ai commencé mon one-man show à 62 ans, 63 ans. Enfin, Et Smaïn m'avait dit,
on commence pas un one-man show à 60 ans. Et il n'avait pas tort. Parce que ça n'a pas donné grand-chose en réalité. D'accord. Et moi-même, ça m'a pas emballé. Ouais. Donc, j'adore le théâtre. J'ai fait beaucoup de pièces de théâtre après. Et puis là, l'idée de retrouver quelqu'un sur scène dans une pièce, ça m'a séduit. Ouais, voilà. ouais. Je comprends totalement ça. Qu'est-ce qu'il fait donc du coup, Las Palès, de son côté? Il avait envie de faire une carrière solo aussi. Enfin, oui, c'est ça. Il avait envie de. Il fait quoi? Il a repris le one man show, je sais pas. Non. Alors Las Palès n'a jamais eu envie de faire un one man show, puis c'est pas du tout son truc. Ouais, d'accord. C'est paradoxal, mais c'est pas son truc. Ouais. Comme je vous dis, c'est un ours. S'il n'y a pas le montreur d'ours, ça n'intéresse pas. Parce qu'il faut le guider. C'est un garçon qu'il faut lui prendre la main. Oui, sinon, il est incompétent. Il n'a rien du tout. Il n'a pas fait de carrière sans moi. Non, en revanche, il brille. Non, mais c'est pas complètement faux. Non, mais il brille de mille feux. Tu le dis en déconnant, mais c'est pas complètement. Tu le penses un peu. Je le pense à 95%. C'est un charmant garçon, mais il faut tout lui. Il est incompétent quand même. C'est fort. Incompétent. Là, c'est du second degré. Il n'a que. Non, il a un talent monstrueux. Il a du génie même. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas un homme capable d'être tout seul. Je crois que ça l'intéresse pas. Il veut être avec quelqu'un où, là, il en avait marre de moi. Faut dire 36 ans, on a peut-être ras le bol. Mais là, non. Mais en revanche, il fait une très grande carrière. Alors, il voulait faire du cinéma. Bon, pour l'instant, l'objectif n'est pas atteint. Je pense que quand il aura 85 ans, il trouvera des rôles de père noble au cinéma. Mais en revanche, au théâtre. C'est méchant. Au théâtre. Non, mais au théâtre, il cartonne. Oui. Il fait beaucoup de pièces de théâtre. Non, ce que je regrette, c'est on continue pas, nous tous les deux, à faire de temps en temps du théâtre. Mais c'est pas fini peut-être à jamais. Faudrait peut-être qu'on se réveille un peu, ou qu'il se réveille, parce que moi je lui tends la perche, mais apparemment il la saisit pas. Mais c'est comme ça. Comment tu fais pour lui tendre la perche? Je lui dis, tiens, dis donc, j'aurais une pièce, là, machin. Il réagit pas? Non, ça non, mais ça c'est pas tendre la perche. La perche, ça serait clairement lui dire, est-ce qu'on remonte Las Palès Chevalier? Non, mais ça l'intéresse pas. Mais même, alors je comprends qu'il veuille plus faire de sketch. Oui. Quoique moi j'ai trouvé ça dommage parce que à la période du Covid, par exemple, je me rappelle, là, j'avais mes 3000 idées à la seconde. Oui. Mais j'allais pas faire un truc pour moi tout seul encore une fois parce que j'avais déjà donné. Mais j'aurais été avec lui, mais on aurait écrit des trucs déments sur le Covid. Bon. C'est dur, ça doit être dur pour toi ça, parce que c'est un peu dommage, surtout parce que même psychologiquement c'est compliqué, c'est frustrant, c'est lourd. Et puis c'est surtout une hypothèque sur la popularité. Moi je peux pas prendre le taxi sans que les chauffeurs de taxi me disent pourquoi travaillez plus avec Monsieur Las Palès? Je lui dis c'est comme ça, c'est la vie. Bon, je rentre pas dans le détail. Mais on doit lui dire autant à lui. J'en sais rien parce qu'on n'a plus tellement de relations pour l'instant. Il est resté dans son truc. Et vous n'êtes pas engueulé pour t'en aller? Non, pas du tout. Non. C'était un choix C'est un choix de sa part de rompre avec le duo parce que dans son idée, il veut faire du cinéma. D'accord. Mais je vois pas en quoi le fait de vouloir faire du cinéma, mais bon, il est parti là-dessus. D'accord. Donc ça fait. Alors il en a fait un petit peu quand même, hein. Oui. On l'a vu 3 minutes, je sais plus dans quel film, et puis 2 minutes et demie dans un autre. C'est moche. Donc en 8 ans de carrière, c'est quand même. Tu devrais avoir 8 ans de carrière, c'est quand même pas mal. S'il écoute l'émission, elle va pas revenir. Hein. Il doit probablement savoir ce que tu penses de lui, non? Non, mais c'est-à-dire que. Oui, mais c'est très affectueux tout ça quand même. Temps à jouer à ça. Bien sûr, c'est très affectueux tout ça. Non, mais je suis très admiratif de son talent. On le saisit bien dans ton propos, évidemment. Tu n'es pas un homme du premier degré, Philippe. Je crois pas, oui. Chevalier. Aurore, c'est vrai qu'il faut quand même bien s'entendre quand on partage du temps avec des gens et qu'on part sur les routes. C'est ton cas, et toi, quand tu vas partir en tournée avec l'équipe de Thomas Dutronc, là pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui, normalement, 2 ans. Il vaut mieux dans le bus quand on part à 3 concerts par semaine, comme en colonie de vacances, plutôt bien s'entendre parce que ça peut aller dans tous les sens là. Ça peut, voilà. Donc il faut prendre sur soi des fois quand ça va pas, mais en général ça va plutôt bien. Là, l'équipe de Thomas, on se connaît depuis des années et des années. Ça fait presque 15 ans. On est déjà tourné en bus. Moi, ça a été une des plus belles expériences de ma jeunesse. Quand il y a 15 ans, quoi. Donc, t'as pas envie que ça se passe mal. Et puis, en plus, ils sont vraiment sincèrement super sympas. C'est devenu des amis, quoi. Bien sûr, comme tu disais, Jérôme Chiosi, je l'ai encore eu au téléphone ce matin. Jérôme Chiosi, on l'embrasse. Et Thomas, et puis David Chiron. Et puis, alors là, il y a Rocky Gresset. Thomas est un super mec. C'est un super mec. En fait, il dégage, il fédère, il a de l'humour, on accroche, il aime évidemment la vie, ce qu'il dit, les bons vins, la bonne bouffe. Mais après, bon? Non, on boit pas
du tout en tournée, jamais. Avec modération, il y a toujours modération. Avec qui qui est là. Avec qui avec qui, ouais. Et avec parcimonie. Ouais, je la connais bien aussi, celle-là. Mais non, c'est des super ambiances de fête et en effet, il faut faire attention un petit peu à sa santé, veiller à dormir, faire un peu d'exercice tous les jours. Oui, bien sûr. C'est rigolo. C'est-à-dire, je me permets, vous n'allez jamais dans un hôtel alors? Si, on a des day rooms. Ah oui, c'est des day-rooms, c'est une chambre que tu ne dors pas dans la chambre. Tu peux faire la sieste. Mais tu passes pas la nuit. Tu passes pas la nuit, quoi. C'est en général des hôtels de confort très confortables et puis. Ce sont des hôtels de passe, quoi. C'est-à-dire que tu passes, mais tu passes, tu t'arrêtes pas vraiment. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. L'album d'Aurore Voilqué s'appelle Juste une parenthèse et on va nous écouter un extrait juste après ça. Juste le temps aussi de vous rappeler que nous aurons Pascal Gallet pour sa chronique Tout est classique en fin d'émission. Il nous parlera d'André Rieu du Rondo Veneziano et de Richard Klederman. Tout à l'heure, Pascal Gallet dans le Loft pour Tout est classique. Et puis tout de suite, une petite pause avant d'avoir Aurore Voilqué. Juste une parenthèse. Et toi, mon tout petit Paris, t'es là. Pourtant ta musique jolie s'en va. Et moi, mon violon, ma folie, ma voix. Tous les soirs, on joue notre vie pour toi. Le Loft Musique Sud Radio. Yvan Cugius. Et toi, mon tout petit Paris. Elle s'appelle Aurore Voilqué et elle est dans le Loft Musique pour parler de son album. Juste une parenthèse, c'est une musicienne violoniste. Au départ, on va parler avec toi, Aurore, qui sort cet album dans lequel elle chante 11 titres. 11 titres, mesdames et messieurs, 11 titres, pas un de plus, pas un de moins. Aurore Voilqué, juste une parenthèse. Et puis nous sommes également en compagnie de Philippe Chevalier pour cette pièce Le Cake aux Olives avec Bernard Mabille en duettiste au Théâtre de Passy. C'est du lundi au mercredi à 21h et c'est mis en scène par Éric Logérias et c'est de Jérôme de Verdière. On va écouter un extrait de ton album, ma chère Aurore. Ça s'appelle Juste une parenthèse et c'est le titre éponyme sur Sud Radio. Si tu t'attendais à autre chose qu'un baiser et quelques mots crus sur l'oreiller, si le temps passé à s'aimer t'a semblé trop court, que la nuit tu rêves à d'autres jours, laisse-moi partir dans la lumière du matin. Ne me retiens pas, lâche ma main. Si l'amour que tu crois ressentir existe un peu, je veux te dire les yeux dans les yeux. Cicatrice vive au fond du cœur, au creux des reins, des fleurs sur ma peau et du chagrin. Silence quand on tourne le long métrage des souvenirs. Je ne veux que des éclats de rire. Quand je perds le nord sur ton corps, c'est juste une parenthèse. Et quand tu t'endors sans remords, moi je file à l'anglaise encore. Comme les clopes que je fume devant le miroir de l'amertume. Si tu veux revoir venir l'aurore avant minuit, ne dis rien et prends-moi comme je suis. Quand je perds le nord sur ton corps, c'est juste une parenthèse. Et quand tu t'endors sans remords, moi, je file à l'anglaise. Vivre sans amour, je passe mon tour comme dans la javanaise. Et je veux encore perdre le nord, car ne vous en déplaise,
J'adore. Elle s'appelle Aurore Voilquier et c'est ce titre, juste une parenthèse, qui donne le titre à l'album que vous venez d'écouter. Et il est écrit, ce titre, et joué à la guitare d'ailleurs, de jolie manière, tout en picking, par Sébastien Gignot, qui a signé effectivement paroles et musique. Et on se disait avec Aurore qu'on se retrouve quelquefois dans un endroit qui s'appelle Le Monc à Paris, à Saint-Michel, pas très loin. Et moi je l'avais repéré, ce type, et je me suis dit, il joue, c'est pas je me suis dit, c'est qu'il joue comme, c'est un monstre à la guitare. C'est un mec intuitif, totalement inspiré, hallucinant. Et là, je découvre en plus, il a écrit paroles et musique, qui est quand même très très bien écrit, le texte notamment. Qui me colle complètement à la peau. Oui, parce que ça raconte ta rupture avec... non, ça justement, ça raconte une forme de renaissance, un début de renaissance après une rupture difficile. Voilà, c'est ça, la renaissance. Genre la phase où tu te retrouves seul à mon âge, donc là, 45 ans, du coup, sur l'album, mais c'était il y a 2 ans, donc j'en ai 47, mais... Ou voilà, t'es maman, t'es célibataire, tu t'es pris une grosse porte dans la figure quand même, et puis tu continues, et puis du coup t'essayes de pas oublier que t'es séduisante, t'essayes de qu'on te flatte ton ego, et puis, te reconstruire, ça s'appelle se reconstruire. Tu veux pas t'engager non plus, t'as besoin d'être seule, mais en même temps t'as besoin de savoir que tu plais encore. À ces âges où justement la femme commence à changer le corps, etc. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Dis-moi, être chanteuse, c'est finalement l'objectif premier. C'est-à-dire que tu m'as un peu répondu tout à l'heure, mais tu as commencé la musique par le violon. Oui. Tu as une discographie importante en étant violoniste. Mais là, de la façon dont tu me parles là à l'instant et dans ce que j'entends, je me dis que tu es une chanteuse totalement respectable, si je puis dire. Merci. Et qui mérite qu'il y ait une suite. Pourquoi tu t'as pas envie de t'engager dans cette voie? Si, moi je te dis, j'ai déjà chanté beaucoup sur tous mes disques, enfin surtout 2-3 morceaux par album. Pourquoi tu le présentes comme une parenthèse en fait? Là, c'est surtout dans ma vie, la parenthèse. Ah d'accord, ok. C'est une parenthèse dans ma vie, mais aussi au niveau de la chanson. Mais en effet, ça va. J'ai toujours chanté, mais là c'est vraiment un disque où je ne fais que toutes les chansons, les musiques, les morceaux sont chantés. Ce qui n'était pas le cas sur les précédents que j'ai pu faire avec Angelo Debar ou Rhoda Scott, etc. Absolument, oui, parce que tu as joué avec des grands noms, on va en reparler. Il y a également sur cet album d'Aurore Voilquier, Pullover. T'as rêvé qu'on prenait la mer sous mon pull, en bas, sous mon pull, l'over. Sous mon pull over. Texte, alors musique de Sébastien Gignot et texte de Norig, c'est dont on parlait tout à l'heure en randel. Il y a également Taka. T'as qu'à faire comme tu veux l'impair. C'était peut-être moi si tu préfères. Texte de Boris Bergman sur celle-ci. Il y a également Je pense à toi. Il y en a qui pleurent devant le miroir. Il est sans phare, je pense à toi et c'est trop tard. Il y a également Ne me quitte pas, la reprise. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Joli. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Sébastien Gignot à la guitare encore, avec des harmonies. On se voyait pas, on n'a pas répété. Il a déstructuré la. Ah non, mais c'est super. Et également Mon tout petit Paris. Et toi, mon tout petit Paris. Une valse. Pourtant ta musique jolie s'en va. Et moi mon violon, ma folie, ma voix. Elle s'appelle Aurore Voilquier et l'album s'appelle juste une parenthèse. On a cette guitare très présente avec le son Django. Elle vient d'où cette rencontre avec Django Reinhardt? Les gens qui aiment Django, Thomas en fait partie, Jérôme Tchosy aussi. C'est comme ça, c'est grâce à Django que j'ai rencontré Thomas d'ailleurs. Ouais, mais ce sont des gens vraiment qui sont passionnés. J'ai l'impression qu'on peut pas aimer Django Reinhardt autrement que de façon passionnelle. Oui. C'est vrai ça ou pas? En fait, oui, c'est vrai que ça devient quelque chose d'addictif. Ouais. En quoi? Pourquoi? Moi, ce que j'ai envie de dire au début, ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu justement pour la première fois de ma vie
le solo, le fameux Minor Swing 1937, je crois. Avec Stéphane Grappelli. Avec les deux fameux solos très connus de Stéphane Grappelli. Que Philippe, quand même, a évoqué tout à l'heure. A carrément chanté le solo qui a chanté le chorus de Stéphane Grappelli. Il n'a pas chanté le thème, il n'a pas fait pam pam pam. Il a fait. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ce chorus est aussi célèbre que la mélodie. Que le solo est devenu connu par les gens. Fait partie intégrante du thème du morceau. Ça, c'est quand même incroyable. Déjà, ça, pour arriver à faire ça dans le jazz, bon, il y en a quand même quelques-uns, j'ai pas dit, mais c'est quand même génial. Et en fait, pourquoi cette addiction? Ce que je disais quand j'avais donc 16-17 ans, que j'ai commencé vraiment à découvrir cette musique-là, c'est que ça m'a donné tout de suite envie parce que j'ai trouvé ça frais, gai. Ça fait du bien en fait. Juste c'est populaire. T'entends les gens faire danser, swinger avec, et c'est gai, et ça m'a. Et je pense que c'est ça qui rend aussi. C'est une partie. Et en dehors du fait évidemment qu'après j'ai cherché, j'ai écouté, réécouté. Oui, il y a quand même. Il y a le fait que Django Reinhardt soit complètement un génie. Oui, c'est ça. Mais il y a la démarche du jazz, c'est-à-dire d'improviser. Voilà, on est dans du jazz avec. Et puis l'histoire de Django Reinhardt qui jouait avec 2 doigts parce qu'il avait la main gauche complètement atrophiée. Enfin l'auriculaire et celui-ci l'annulaire. Merci Philippe était complètement atrophié suite à un incendie dans sa caravane à cause de fleurs en plastique. Et il a développé sa propre technique. Donc sachant ça, quand t'écoutes ses solos et puis cette musicalité, cette profondeur. C'est dingue. C'est dingue. T'as appris à jouer du violon par la méthode Suzuki. C'est quoi ça, la méthode Suzuki? La méthode Suzuki, c'est une méthode japonaise qui apprend d'abord. Je m'en doutais. Alors, ah bon, non, c'est norvégien en fait. qui apprend d'abord à l'enfant, parce que on apprend souvent très très jeune. Déjà, l'enfant est obligé de venir avec un des 2 parents. À 4 ans, hein, tu as commencé. Il y a un des 2 parents qui doit être là à chaque cours pour pouvoir suivre l'évolution de l'enfant et le faire travailler à la maison. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle apprend l'oreille avant d'apprendre la lecture. Donc comment on apprend l'oreille? En fait, je sais pas comment, je me rappelle plus trop, mais ça développe ils t'apprennent pas les notes, ils t'apprennent à faire la relation entre ce que t'entends et ce que tu joues. Ah ouais, aller vers l'oreille absolue? Non, parce que l'oreille absolue, finalement, bon, ça peut aider, mais c'est pas non plus indispensable. C'est pas forcément un cadeau d'avoir. C'est juste d'avoir l'oreille, et c'est ça qui m'a facilité les choses, de pouvoir improviser facilement, en fait. Ah voilà, c'est dans l'improvisation. Ça t'ouvre l'oreille, t'entends les accords, les harmonies, Et moi aussi, j'ai développé, comme tu disais tout à l'heure, par rapport Philippe Chevalier, Philippe, un espèce de chemin à moi pour entendre la musique. Je connais très mal l'harmonie. Le solfège. Donc tu es autodidacte en fait, c'est ce qu'on dit. En fait, oui et non, parce que j'ai appris le violon et le solfège avec des profs, mais tout ce qui est jazz et tout ça, je l'ai appris seul en faisant des jams, des buffs et en écoutant les autres, que ce soit les disques de Django, de Miles Davis, de n'importe qui, ou en écoutant des mecs comme Sébastien Gignot quand je l'ai rencontré il y a 20 ans dans les bars. Mais c'est comme ça que ça se fait quand même la plupart du temps. Les grands jazzmen ont écouté, ça se transmet par l'écoute. Je n'ai pas leur théorie, leur technique, j'ai développé mon petit chemin à moi, mon truc, et j'entends tout de suite, j'entends le. Mais c'est ça. Et je pense que Suzuki m'a vachement aidé pour ça. Par C'est contre, en lecture, c'est moins bien, quoi. Tout ce qu'on appelle les modes musicaux, etc., correspondent à des couleurs, en fait. C'est des teintes. Et en fait, les jazzmen qui ont appris sur le tas ont développé cette façon de reconnaître les teintes et de les reproduire, en fait, sans y mettre un nom dessus, en fait, parce que c'est très complexe, les modes ioniens, phrygiens, mixolydiens. Ça, c'est la théorie de la musique du jazz. Et c'est quand on peut l'éviter, qu'on le fait intuitivement. Exactement. C'est génial. Oui, ça devient instinctif, Tu voulais dire un truc, Philippe Chevalier. Juste, il nous reste 20 secondes. Non, c'est que moi j'ai connu Claude Nougaro. Oui. Et, moi aussi. Et Claude Nougaro, je savais pas lire une partition. Non, c'est vrai. C'était un chanteur uniquement de. Il dit je joue très mal du piano, mais je joue très bien du pianiste. Nougaro. Avec Vander. Oui. Absolument. Philippe Chevalier et Aurore Voilquet sont encore avec nous. Voilquet, pardon. Pour quelques secondes dans ce Loft Musique sur Sud Radio, on aura la chronique Tout est classique de Pascal Gallet dans quelques minutes également. À de suite. Je m'allonge sur les plages de mes disques préférés et je tourne encore les pages d'un roman que tu m'as laissé. Y en a qui font des grandes causes, de belles choses, y en a qui osent, c'est pas ton cas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. T'as qu'à faire comme tu veux l'impair. C'était peut-être moi si tu préfères.
Aurore Voilquet, son album s'appelle Juste une parenthèse. C'est son premier album en tant que chanteuse, elle qui est violoniste, comme elle nous le disait à l'instant. Et puis nous sommes également en compagnie de Philippe Chevalier pour cette pièce, Le Cake aux Olives, qu'il joue avec Bernard Mabille du lundi au mercredi à 21h à Paris, au théâtre de Passy. Et on est aussi en tournée. Et province. Vous êtes en tournée, oui, très bien. Alors on n'a pas de date à annoncer pour l'instant, mais on va sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout, on vient aussi à Paris quand on est à bien Paris. Sûr. Et quand on vient de la province pour aller à Paris. Aurore Voilquet, on parle de ces musiciens de Sébastien à l'instant, mais il y a eu chez toi très tôt une attirance pour les musiciens, les grands musiciens, si je puis dire. Une forme de fascination comme ça de ta part? Alors mes parents, ma mère écoutait beaucoup de musique, du jazz, Julio Iglesias aussi. En jazz? Non, mais aussi j'ai dit. Et d'ailleurs, j'ai découvert Nuages de Django grâce à ma mère qui avait un album de... Nuages, c'est une chanson emblématique de Django Reinhardt. Mais en fait, il y a une chanson qui m'a beaucoup marquée dans mon enfance où j'ai vraiment pris conscience du poids des mots, de la langue française notamment. Oui. Dans cette chanson, j'avais 7 ans, j'étais dans la cuisine avec ma mère et j'ai découvert cette chanson avec elle. Et on était en Afrique noire, petit détail, on habitait au Cameroun et j'ai entendu Ne me quitte pas de Jacques Brel. Ah oui. Et en fait, j'ai vraiment à 7 ans pris conscience à quel point les mots pouvaient être puissants, forts, et parler d'amour, et enfin ça m'avait complètement retourné. D'ailleurs, je l'ai reprise dans le disque avec Gignot où on ne l'avait pas répété et on l'a joué et c'était magnifique. Tu es quelqu'un d'opiniâtre en fait, j'ai l'impression. Tu es déterminé. Ah, quelqu'un plutôt, qui sait ce qu'elle veut. Je doute beaucoup de moi. Non. Ah non, mais j'espère que tu doutes. Je doute, ouais. Je doute. Comme je tout te le monde. souhaite de douter. Je sais ce que je veux, mais en même temps, un artiste doute tout le temps, non? Exactement. C'est pour ça que je te le souhaite. Mais je veux dire que tu es allé t'entourer vraiment de musiciens. Tu es allé leur proposer des trucs. On parlait de Rocky Gressé, d'exemples tout à l'heure, de musiciens de référence. Mais t'es vite allé. T'as essayé de t'entourer, en tout cas, des gens qu'il fallait, quoi. Je veux dire, t'es allé taper aux bonnes portes. Des gens surtout que j'apprécie musicalement. Non, mais bien sûr, voilà. Ouais. Tu t'es dit qu'il fallait aller essayer de leur proposer des choses et bien sûr, et des rencontres aussi. Des rencontres, de provoquer des rencontres. C'est sûr que Sébastien, depuis que je l'ai connu il y a 20 ans, j'ai toujours voulu qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais au début, moi, j'avais pas déjà son niveau, et j'ai vu qu'il chantait avec Norik, qui a écrit des textes, qui a sorti plusieurs albums aussi magnifiques avec Sébastien Gignot. Et j'ai dit comment elle chante, comment elle joue, comment elle fait. Enfin, elle est chanteuse de musique tzigane. Je pense que je peux pas rivaliser, il voudra jamais travailler avec moi. Puis finalement, plus tard, c'est fait. C'est ça, c'est une des clés de ce métier, de les rencontres et puis les collaborations qu'on peut faire et les choses qu'on peut proposer aussi. Tu disais ça à propos de Las Palais, Philippe Chevalier, c'est que votre duo aussi a fonctionné parce que toi, vous étiez complémentaires. C'est-à-dire que c'est toi peut-être qui était plus le moteur ou la personne qui proposait, quoi. Donc c'est ça quand même dans la vie. Il faut on écrivait tous les deux. On écrivait tous les deux, 90-10. Mais on écrivait... Non, c'est une blague. C'est pour taquiner Régis. On était associés moitié-moitié, 90-10. Non, on a toujours écrit nos sketchs tous les deux. Et c'est vrai qu'il y avait une complémentarité, il y avait une stimulation en même temps, une émulation. Bien sûr. Je vous ai demandé pour finir cette émission de me choisir alors des chansons d'amour, chansons d'enfance. On va aller du côté de Philippe Chevalier. Tiens, chansons d'enfance. Quand je te pose cette question, il te revient, alors est-ce que je me suis trompé ou pas trompé? Non, c'est ça, chanson d'enfance, il te revient ceci. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passe. Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, qui s'adresse au public. Alors, chanson d'enfance, plus d'adolescence que d'enfance d'ailleurs en réalité. Oui, tu te rajeunis en fait. Oui, je me rajeunis, mais c'est vrai que Barbara, c'est un génie absolument. Ouais. C'est une voix sublime, enfin... Qu'est-ce que tu revois comme image en entendant ça? Quelquefois, on revoit des moments de sa vie, des scènes. Oui, là, je me revois quand j'étais dans ma chambre et que j'écoutais justement ce 33 tours de Barbara que j'avais acheté. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Et j'avais été... Mais Barbara m'a véritablement bouleversé quand je suis allé à son dernier concert au Châtelet. C'était la dernière fois qu'elle chantait. Enfin, personne ne le savait. Ouais. Et même pas elle. Et elle m'a bouleversé, comme tout le monde. Et notamment, alors, c'est une chose que j'ai dite un jour à Pierre Perret. Alors, c'était un peu gaffeur de ma part, parce que je dis à Pierre Perret que je rencontre chez Laurent Gérard à Valseny, là, dans sa montagne, et je vois, il y avait Pierre Perret. Je lui dis, écoutez, Pierre, je vous aime beaucoup. Et alors, il y a une chanson que j'aime beaucoup de Pierre Perret, qui est Lily. Oui, bien sûr. Bon, c'est extrêmement, c'est très beau, c'est très émouvant. Et je l'ai entendu chanter par Barbara.
Et alors, j'ai été obligé de dire avec Pierre Perret, c'était très maladroit, c'est génial quand vous la chantez, mais alors quand c'est Barbara, et parce que je me rappelle qu'au Châtelet, tout le monde s'était levé et tout le monde pleurait. Ah ouais, sur Lily, parce que Lily chantée par Barbara, mais ça vaut le détour. Ah ouais. Et voilà, donc voilà. Chanson magnifique, effectivement. Chanson magnifique. Cette pureté de voix. Ouais. Aurore Voilquet, la chanson d'enfance pour toi, c'est ceci. Every night you hear her croon a Russian lullaby. Russian Lullaby, Ella Fitzgerald. Ouais, c'est... On parlait de Django, ne pas citer Ella aurait été une erreur. Ah oui, Ella, ça fait partie des plus belles voix de mon enfance. Ouais. Pareil, par mes parents, quoi, j'ai découvert ça. Ouais. Et avec Louis Armstrong, etc., ça a marqué ma vie. Et je pense que ça a été clairement... Alors, j'étais très émue quand j'écoutais cette chanson, petite. Ça te remet des images en tête aussi Oui, pareil. La façon, mon enfance, c'était en Afrique. Vraiment, je me posais pour l'écouter dans le salon. Je me revois encore très bien dans ce salon de cette maison qu'on avait là-bas. Et je pense que ça fait partie de la construction artistique, de ma construction artistique. Tout comme Jacques Brel, pour moi, ça a été une découverte fabuleuse. Alors, j'adore Brassens aussi, mais je suis plus Brel que Brassens. L'éternel débat. Mais c'est vrai que Jacques Brel reste, pour moi, quelqu'un qui a marqué mon existence pour toujours. Je connaissais toutes ces chansons par cœur quand j'étais petite, quoi. C'est dingue, quand même. On va finir cette émission avec la chronique Tout est classique de Pascal Gallet, le maestro, qui est avec nous pour nous évoquer André Rieu, je le disais tout à l'heure, le Rondo Veneziano, Richard Klederman, et leur rôle essentiel dans la vulgarisation de la musique classique auprès du grand public. Pascal Gallet. Bonjour Pascal. Sud Radio. Tout est classique. Pascal Gallet. Bonjour à tous. Bonjour Yvan, vous allez reconnaître sûrement cette mélodie qui va arriver. Mais oui, exactement. Il s'agit bien de la seconde valse de Dimitri Shostakovich, le compositeur russe. Cette œuvre est connue du grand public grâce en partie au violoniste André Rieu, qui a la particularité de jouer des arrangements d'œuvres connues du répertoire classique avec la volonté de les rendre populaires. Sa démarche de vulgarisation n'a rien de péjoratif, bien au contraire, car elle permet à des musiciens comme André Rieu de se produire dans des lieux insolites, tels que des stades ou autres, ayant de très grandes jauges de public. André Rieu est un violoniste, chef d'orchestre et homme d'affaires néerlandais, et a été formé au conservatoire de Liège, de Maastricht et de Bruxelles. Cette fois-ci, comme à l'accoutumée, avec mon piano tout en vous parlant, je vous joue cette valse dans une autre version. André Rieu libère la musique classique de son enclave, sans pour autant la dénaturer. Écoutons ensemble un autre exemple, le Rondo Veneziano dans l'œuvre La Serenissima. Le rock et le classique, ça marche vraiment bien, vous trouvez pas? C'est quand même incroyable. Cet ensemble orchestral italien, créé en 1979, s'inspire de la musique baroque et de la musique classique, en interprétant et en transcrivant ce répertoire, en version pop-rock. Le Rondo Veneziano touche ainsi des publics de musique actuelle, leur permettant par la suite d'accéder au répertoire classique et d'aller au concert. Car quoi de mieux que d'aller au concert pour apprendre et entendre en vrai les œuvres musicales. Je suis resté à mon piano pour vous jouer cette fois-ci la ballade pour Adeline de Richard Klederman, qui est un pianiste arrangeur. À cette fameuse ballade pour Adeline, si proche du classique, vous trouvez pas?
Richard Klederman n'était pas son vrai nom. Il s'appelait Philippe Page et était un pianiste classique avant de bifurquer vers la variété. Nous pouvons dire que ce musicien s'est inspiré du classique avec beaucoup de respect, en interprétant des œuvres de ce répertoire sans pour autant la dévaloriser. André Rieu, le Rondo Veneziano ou encore Richard Klederman, pour ne citer que. Trois artistes ou groupes d'artistes ayant le même point commun. Faire une pédagogie incontournable en vulgarisant la musique classique. Tout simplement. Tout est classique. Pascal Gallier, merci. La chronique Tout est classique est à retrouver en podcast sur sudradio.fr et sur les réseaux sociaux. Merci d'être resté avec nous, merci de nous avoir suivis et merci à nos invités, merci Aurore Voilquet. L'album s'appelle Juste une parenthèse. Merci d'être passé nous voir et bonne tournée avec l'ami Thomas Dutronc, Jérôme Chiosi et toute la clique. Ouais. Merci également à Philippe Chevalier qui est au théâtre de Passy avec Bernard Mabille dans le Quai aux Olives tous les lundis et mardi, mercredi à 21h. C'est au théâtre de Passy à Paris et en tournée évidemment le théâtre de Passy et le Quai aux Olives en France, partout où vous les verrez annoncés. Allez-y. Merci Philippe Chevalier. Merci Yvan. Merci beaucoup. Merci à Marie, à la technique et merci à Enzo Ramos à la programmation et préparation de cette émission. À la semaine prochaine. Salut et bonne fête à vous. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night today.